Le 16e salon lié au livre ici à Saint-Estèphe. On l'appelle aussi plus vulgairement un festival du livre. Et nous sommes avec un philosophe, Pierre-Yves Quivigé, j'espère que je prononce bien, qui a largement disserté sur le vin. Le nectar propre à Bacchus a inspiré des dizaines d'auteurs. Mais Pierre-Yves, vous en parlez d'une façon un petit peu différente. Alors le philosophe, le prof de philo que vous êtes, qui est à Paris-la-Sorbonne, aime-t-il le vin déjà? Parce que pour philosopher sur le vin, j'imagine qu'il vaut mieux l'aimer un tout petit peu. Oui, Parlez bien dans le micro, mettez-le. Voilà, plus proche. Voilà, c'est bien. je l'aime plus qu'un petit peu, je l'aime beaucoup, je l'aime peut-être parfois un peu trop. C'est une passion assez ancienne qui date d'il y a une trentaine d'années. Et jusqu'ici, je n'avais jamais écrit à propos du vin, à part pour des amis, pour faire des petits comptes rendus de dégustation. Et là, pour la première fois, j'écris un livre sur le vin où je me pose toute une série de questions. Comment on connaît le vin, quels sont les critères pour apprécier le vin. Bref, toute une série de questions assez générales pour lesquelles la philosophie nous aide à clarifier les problèmes. Le vin tel qu'on le buvait autrefois n'a rien à voir avec la façon dont on le boit aujourd'hui. Les Romains, vous le savez, le buvaient couché, c'était le fameux symposium. Il y avait tout un cérémonial qui existe toujours, ceci dit, quand on décante le vin, on fait bien partie de ce cérémonial. Euh, Comment le vin a-t-il évolué au travers des âges? Je sais que votre épouse est prof d'histoire aussi. Il a évolué comment? Alors, il a évolué beaucoup en fonction des contextes sociaux Oui, et des pratiques viticoles. Le vin qu'on faisait en Géorgie il y a 8000 ans ressemble assez au vin. il démarre là-bas. Oui, il démarre là-bas. Le vin qu'on faisait en Géorgie il y a 1000 ans ressemble assez au vin qu'on fait aujourd'hui encore en Géorgie. Mais c'est un peu une exception. C'est-à-dire que partout ailleurs, les cépages ont changé, les lieux où le vin est apprécié, où le vin est considéré comme un vin de qualité ont changé. Des grands vignobles qui ont fait la gloire de la France, comme le vignoble d'Île-de-France, le vignoble d'Auvergne, commencent à peine à renaître. C'est des vignobles qui redeviennent à la mode. Il y a de la vigne sur la butte Montmartre, Il y a de très la vigne sur la symboliquement. butte Montmartre, il y en a à Versailles. Ouais. Il y en a à Suresnes. Il y en a encore. Sûr. Il y en a à Suresnes. Il y en a dans le 15e arrondissement. Il y en a dans le 12e. Enfin bref, il y en a à Paris et autour de Paris. Et il y en a en Auvergne. Là maintenant, il y a même des grands vins en Auvergne, comme au XVIIe siècle. Donc ça arrive, ça repart, les modes changent. Évidemment, les compétences qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'œnologie sont des compétences qu'on n'avait pas avant. Et on comprend mieux comment ça marche, le vin. Le niveau technique n'a jamais été aussi impressionnant. Et la diversité des vins n'a jamais été aussi forte. Entre un vin nature, qui est un objet très très particulier, qui a ses adeptes, entre un grand cru classé, on a vraiment des vins qui sont très 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 distincts. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a une véritable scission au sein de la société en ce qui concerne la consommation de vin. Les jeunes n'en boivent plus, ils boivent de la bière, on le sait bien, et finalement, Un peu de rosé aussi. il faut le dire, c'est plutôt les vieux comme nous qui en buvons et plutôt passé 40 ans. Et Oui, ça, oui. c'est nouveau par contre. Oui, le vin a disparu de la Le vin n'est plus consommation. bankable, on va dire les choses comme cela. Ça dépend, je crois. Je crois que le Pétrus reste globalement Ah bankable. oui. Non, en fait, ce qui a beaucoup disparu, c'est le vin de consommation quotidienne, le vin de consommation courante. Les jeunes consomment beaucoup moins de vin. Ils consomment certains vins, j'évoquais le rosé. Le rosé est vraiment le vin qui a le vent en poupe. Il y a des régions comme la Provence où c'est 92% des vins qui sont produits qui sont désormais du rosé. Dans ceux qui les boivent, il y a beaucoup de jeunes aussi. Donc le vin change, le vin hausse son niveau qualitatif. Les vins d'aujourd'hui sont plutôt des vins un peu plus chers, des vins qu'on boit un peu moins souvent, et donc le volume total de ce qui est produit, évidemment, est en chute libre. C'est pas pour autant d'ailleurs que la valeur dégagée est en chute libre, puisqu'il y a beaucoup de vins à Bordeaux, en Bourgogne, qui atteignent des prix champagne totalement Les stratosphériques. ventes aux enchères de Beaune, Voilà. un bel exemple. Voilà. Donc on a des vins extrêmement chers aujourd'hui, ce qui avant n'existait pas. Dans les années 60, toute personne ayant des revenus
raisonnable, pas spécialement très confortable, pouvait au restaurant commander une bouteille de Pétrus ou de Romanée Conti. C'était pas du tout, on n'était pas dans les chiffres d'aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros, Vous avez voire plusieurs raison, il y a dizaines de milliers deux d'euros. types de viticulteurs, Voilà. je ne le sais que trop. Vous avez ceux qui vivent très bien, hein, Exactement. vous avez parlé du château Pétrus devant lequel je passe tous les matins quand je vais au lycée viticole de Libourne-Montagne, quel chanceux je suis. Mais il y a aussi des vins parfaitement inconnus dans le Bordelais où le petit viticulteur va ramer, où sa production risque d'être détruite par un orage de grêle, Bien sûr. ou je ne sais pas, par un excès de pluviosité avant que la vendange n'arrive. Donc il y a quand même tous les cas de Bien figure sûr, en Bordelais bien sûr, et ailleurs bien en sûr. France, j'imagine. Oui, oui, on a le paradoxe d'avoir des vignerons qui ne trouvent pas d'autres moyens pour réussir à trouver leur chemin vers le plus grand nombre de consommateurs que de hausser de façon démesurée leur prix ou d'inventer des systèmes d'allocation, de distribution au hasard des lots, parce qu'ils font trop peu de vin par rapport à la demande. Et dans le même temps, vous avez des viticulteurs obligés d'arracher des vignes, Absolument. de se reconvertir, voire d'abandonner une propriété qui parfois existe depuis 5, 6, 20 générations. C'est extrêmement contrasté. Et tout ça est très changeant, hein. Pour évoquer une actualité très récente, une vigneronne qui fait du vin sans soufre dans le Bordelais a vu son vin proposé au roi Charles III, qu'il a trouvé fort bon. Un reportage a été fait, je crois, sur TF1. Et depuis, elle est en rupture de stock. C'est Elle incroyable. était à 2 doigts de la faillite, elle est désormais en rupture de stock. Donc Et il faut que le roi passe plus Voilà, souvent c'est ça. à Bordeaux, comme ce fut le cas le 22 Exactement, septembre dernier. exactement. C'est ça la solution. Mais il y a surtout des effets de mode. Et Oui, ça, oui, on bien sûr, ne peut bien pas, sûr. on peut pas les Il y avait la anticiper. parkérisation, vous vous en Il y a souvenez. eu la Parker qui parkérisation. passait ici dans la région en fonction de ce qu'il disait, les vins se vendaient à New York ou pas. Exactement. Voilà. Et le phénomène du jour, c'est le Oui. rosé. Beaucoup Oui. de propriétés bordelaises se mettent à faire du rosé. Ouais. Parfois excellent. Cet été, j'ai bu une cuvée Rosemary du château Le Puy. C'est en Côte-de-France, je crois. Un vin exceptionnel. Très bien. Très, très beau rosé. Alors, vous nous parlez de tout cela dans ce livre et d'autres choses encore. Présentez-nous-le rapidement. Alors, ce que je peux dire rapidement, c'est que c'est un livre qui essaye de Est-ce que c'est grand public déjà c'est très grand public. Il y a beaucoup d'humour. C'est un livre qui se lit très facilement. C'est un livre qui ne suppose aucune connaissance en philosophie préalable. Ouais. Hein, c'est vraiment un livre qui s'adresse à ceux qui aiment le vin. Si on n'aime pas le vin, je pense que c'est pas un livre à acheter. On Bien va sûr. s'ennuyer. Si on aime le vin, je pense qu'on va le dévorer. C'est peut-être comment dire, un excès de confiance en soi, mais franchement, je pense qu'on le dévore si on aime le vin. Ce que je peux en dire très simplement en 2 mots, c'est que ce livre répond principalement à une question qui est celle de la connaissance du vin. Comment peut-on connaître le vin? Est-ce qu'il faut, pour bien connaître le vin, le boire à l'aveugle ou savoir ce qu'on boit? Est-ce que pour bien connaître le vin, il faut le boire seul ou avec des amis? Est-ce que pour bien connaître le vin, il faut le boire en réfléchissant à ce qu'on mange avec? Est-ce que pour bien connaître le vin, il faut connaître l'histoire? Enfin, bref, toute une série de questions qui tournent vraiment toutes pour l'essentiel autour de Et quelle est ce votre que c'est réponse que la à vous connaissance. Ma réponse, c'est qu'il faut toutes ces choses, que connaître le vin est extrêmement compliqué. Absolument Et d'accord que- avec vous. Plus on passe de temps à déguster, à comparer des millésimes, des régions, plus on apprécie et plus on se rend compte, comme dans tout champ de connaissances, que ce qui nous reste à connaître est encore infini, qu'on n'en finit pas de se promener le long de cette route des vins gigantesques qui traversent le monde entier, et que donc c'est un voyage qui ne s'arrête jamais, mais un voyage de plus en plus passionnant à chaque étape. Quand on s'appelle Pierre-Yves Quivigé, qu'on vous invite à Saint-Estèphe pour parler d'une philosophie du vin. Alors, j'ose imaginer quand même que vous n'avez pas fait ce livre parce que vous vouliez venir à Saint-Estèphe, mais ça doit être un pur bonheur parce que être ici, en Médoc, dans ce qui se fait de mieux, avec ces châteaux prestigieux, ça doit être, comme disent les jeunes, un véritable kiff. C'est un véritable kiff. Je ne l'anticipais pas, mais disons que je l'espérais un petit peu tout de même, puisque je sais qu'il y a à travers la France un certain nombre de salons, d'événements qui conjuguent vin
et littérature, vin et essais. Et donc j'espérais bien être invité. Donc là, je suis très, Ah très là, vous êtes heureux. flatté. J'aime beaucoup le vignoble de Saint-Estèphe. Qu'est-ce que vous avez dégusté de meilleur ce week-end? Allez, dites-nous, faites-nous rêver un petit peu. Alors, tout à l'heure, j'ai bu un vin que je ne connaissais pas du tout, qui est le Château Saint-Estèphe, de Saint-Estèphe. Je connais pas non plus. Je crois que c'est un tout petit vignoble, j'en avais jamais entendu parler. Et on a bu un 2008 de ce château. 2008, je trouve que ça commence à être là. Je trouve qu'aujourd'hui, on boit les vins trop jeunes. Bon, pour moi, un bon médoc, c'est à partir de 15 ans. Vraiment, toujours. Je trouve que vraiment, c'est là que le terroir s'exprime véritablement. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment tout à fait intéressant. Hier soir, on a bu un château de Pèze à la Maison des Stournelles, château de Pèze 2014, tout à fait remarquable. On a bu à la propriété un très beau 2016 du château Lafont-Rocher. Non, j'ai bu de très très belles choses. Franchement, les auteurs viennent ici un peu pour cela aussi. Ils viennent pas pour l'argent, ils viennent pas pour vendre leurs livres, ils pourraient les vendre ailleurs. Mais ne serait-ce que pour cela, ça doit être extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire et j'espère bien revenir, même pour des livres ne portant pas sur le vin. Bon, et à Paris, alors comment vous faites? Une dernière question, Pierre-Yves. Vous connaissez toutes les bonnes tables parisiennes, j'imagine? Non. Alors déjà, les salaires des professeurs d'université, même classe exceptionnelle, ne permettent pas d'aller dans beaucoup de tables grands restos parisiens. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, ce que je fais, c'est que j'essaye de connaître le maximum de cavistes. J'aime beaucoup les cavistes. Je trouve qu'on parle assez peu des cavistes. On parle des amateurs de vin, on parle un peu moins, on en parle quand même des vignerons, mais on parle surtout un peu des stars et ça c'est pénible. Mais on parle presque jamais des cavistes qui sont un rouage tout à fait essentiel dans le commerce du vin. Alors, un caviste, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire découvrir j'en parle d'ailleurs dans les toutes dernières pages du livre, je ne veux pas trop spoiler, mais je raconte comment un caviste m'a fait découvrir un vin que je n'aurais pas du tout découvert tout seul et qui d'un seul coup a été source d'une émotion gigantesque, un peu comme une Madeleine de Proust. Donc voilà, à Paris, il y a de très très bons cavistes, pas seulement à Paris, bien sûr, partout. Partout en France. Mais voilà, il y en a quelques-uns, les caves du Panthéon, Rock Bottles, pour pas faire trop de publicité, mais qui sont vraiment Vidum Picatum. Il y a toute une série de cavistes exceptionnels à Paris qui permettent de bien boire, même si on est, à part le vignoble de Versailles et de Suresnes, assez loin des zones viticoles. On ne pouvait pas faire autrement que de vous recevoir sur Aquitélé. Pierre-Yves Quivigé, une philosophie du vin. On a dégusté le vin sans le boire, parce que le seul problème de ces émissions, c'est que je ne peux pas en boire. Je l'ai regardé tout à l'heure, je l'ai humé, mais je ne l'ai pas bu, sinon mes propos s'en ressentiraient. Voilà. Mais on peut en revanche utiliser le livre comme guide des vins. Absolument. Puisque à la fin du livre, il y a ce que j'ai appelé une bibliographie primaire qui correspond à tous les vins, ça fait 4-5 pages, tous les vins dont je parle dans le livre avec l'adresse, le numéro de téléphone du producteur. Donc à la fin de l'envoi, je touche. Exactement. Merci Pierre-Yves. Merci à vous, merci pour votre accueil. Ce fut un plaisir. Bienvenue sur Aquitélé les amis, c'est le 16e Salon du Livre de Saint-Estèphe et on est absolument ravis d'y accueillir tous ces invités.